Retour dans la semaine de l'écho, je suis toujours en compagnie de Nicolas Bouzou, co-auteur de La Comédie inhumaine aux éditions de l'Observatoire. Également, Guillaume Clossat nous a rejoint. Bonsoir. Bonjour Guillaume, pardon. Bonjour Stéphanie. Vous êtes le fondateur d'Europa Nova, conseiller spécial du vice-président de la Commission européenne. Et justement, on va parler d'Europe, de ce fameux sommet européen qui s'annonçait crucial sur la question du Brexit. Il n'a en fait abouti à aucun accord, vous le savez, mais une prolongation de la période de transition pour le divorce est probable. Quelques réactions et on en débat ensuite. La question cruciale reste le filet de sécurité de l'Irlande du Nord et la garantie d'une solution autre que celle proposée initialement par la Commission européenne et qui aurait effectivement réussi à séparer l'Irlande du Nord. C'est inacceptable pour le gouvernement britannique. La question irlandaise peut faire échouer l'accord, dont 90% sont déjà sur la table. La réponse est oui. Tout le monde l'a dit, moi je parle au nom des 27 chefs d'État et de gouvernement, si je puis dire au nom aussi du Parlement européen. Il y a unanimité du côté de l'Union européenne pour que dans l'accord de retrait que je dois mettre sur la table, j'espère dans quelques semaines, quelques mois, le plus tôt possible, il y ait un règlement sérieux avec les Britanniques qui d'ailleurs en sont conscients puisque Theresa May elle-même a par écrit dit qu'il fallait ce qu'on appelle ce backstop. Guillaume Clossat, alors qu'est-ce qu'il appelle le backstop? Parce qu'on a beaucoup entendu ce terme pendant 2 jours, cette question de la frontière irlandaise, on sait qu'elle est clé. Honnêtement, le vrai sujet, c'est que la paix en Irlande, elle s'est jouée dans le cadre de l'Union européenne. Et il y a eu dans le cadre de l'Union européenne, il y a 20 ans, un accord qui a dit en gros, les Irlandais du Nord et les Irlandais du Sud vont mettre en place des dispositifs communs pour travailler ensemble quotidiennement. Et ces dispositifs communs ne supportent pas de frontières. C'est quoi ce dispositif commun? C'est un programme multi-annuel budgétaire pour pouvoir investir sur des projets communs. C'est une assemblée... Entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. La République d'Irlande, l'AIR, et l'Irlande du Nord. C'est une assemblée... ou un groupe parlementaire, si vous voulez, commun pour prendre des décisions ensemble. C'est un système qui permet d'avoir la double citoyenneté pour les Irlandais du Nord, et donc d'être à la fois britanniques et irlandais. Et donc la vérité, c'est que les deux pays se sont intégrés de manière considérable et que détricoter ça, c'est super compliqué. Et bien sûr, les Britanniques, quand ils ont voté, d'ailleurs M. Farage l'a reconnu dans certaines instances, ils n'ont pas du tout pris en considération tous les côtés pratiques et ils se sont diantrement foutus de la paix irlandaise, qui est un actif considérable de l'Union européenne, parce que l'Union européenne, c'est une machine à faire la paix. Et donc, le sujet, c'est de trouver le bon équilibre qui permette de préserver ces institutions communes et la fluidité, puisque le Royaume-Uni veut sortir de l'Union, tout en ayant des systèmes de contrôle des frontières. Et donc mettre en place une sorte de filet. Mais ce filet, on n'est pas encore d'accord sur sa définition concrète. C'est ça la difficulté. Et ce n'est pas du tout évident à définir. Ouais, Nicolas Bouzou, c'est vrai que cette frontière irlandaise, ce filet de sécurité, Michel Barnier a même proposé de mettre une frontière dans la mer entre le Royaume-Uni et... On va couper les poissons en deux, quoi. Voilà, couper, ça reste très compliqué. En fait, très vrai... Oui. Je n'arrive pas à trouver l'issue de cette problématique de la frontière irlandaise. Ça reste très compliqué pour nos amis britanniques, parce que du point de vue de l'Union européenne, Michel Barnier a réaffirmé ce qui était intangible pour l'Union européenne. Et donc, en réalité, la situation, elle est compliquée du point de vue politique au Royaume-Uni. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une situation qui semble assez inextricable pour le gouvernement britannique. C'est-à-dire que soit il accepte la position de l'Union européenne et il y a un accord, soit il ne l'accepte pas, mais s'il n'y a pas d'accord... La situation n'est pas du tout terminée au Royaume-Uni pour autant, parce que quand on regarde attentivement la situation politique aux États-Unis, il n'y a sans doute pas de majorité parlementaire au Royaume-Uni pour valider un no deal, si vous voulez. Et donc, ça voudrait dire sans doute que le gouvernement serait renversé, qu'il faudrait un nouveau Premier ministre qui serait sans doute encore plus eurosceptique que Theresa May et qui devrait néanmoins rediscuter avec... Nos amis britanniques se sont mis là quand même dans quelque chose qui me semble extrêmement compliqué pour eux. Parce que c'est vrai que ce que dit Michel Barnier, c'est que 85% des accords sont trouvés, que en fait les 15% restants, c'est cette frontière irlandaise. Et finalement, effectivement, comment trouver un accord? Est-ce qu'on va finalement ne pas avoir d'accord? D'abord,
Juste un commentaire, parce que l'idée des Britanniques, c'était que voilà, ils votaient non, ils sortaient, et puis les Européens seraient désunis, et qu'il y aurait un tel bordel en Europe que eux, ils négocieraient exactement ce qu'ils voulaient. Hein. C'est ce que les. C'est vraiment l'idée des Britanniques, ça. Oui, mais alors, vous voyez ce qui s'est passé, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que les Européens n'ont jamais été aussi unis dans une négociation. Il n'y a pas, malgré on dit les Européens sont divisés sur l'immigration, c'est vrai, mais sur plein de sujets, on voit que ils sont unis. Alors, mais il n'y a pas une feuille de papier entre eux. Mais est-ce qu'ils veulent faire payer le Royaume-Uni et c'est pour ça qu'ils sont unis, finalement? Mais parce qu'ils ont des intérêts communs majeurs, ils veulent en effet faire payer, mais parce qu'il y a autre chose. C'est qu'ils ont tous conscience, même les plus populistes d'entre eux, que personne n'a intérêt... Et la Hongrie, qui est le premier bénéficiaire des fonds communautaires, l'Italie qui vit... Personne n'a intérêt. Personne n'a intérêt à sortir, est-ce que la situation se reproduise? Et donc, ils sont unis parce que c'est leur intérêt objectif qu'il n'y ait plus ce phénomène et que même les chefs d'État populistes ne parlent plus jamais de la sortie de leur pays. Ils ont compris que, objectivement, ce n'était pas leurs intérêts. Et donc, il y a des Britanniques, en fait, dont ce n'est pas l'intérêt de sortir, mais parce qu'il y a un bordel tellement grand dans ce pays, ils sont tellement mal à l'aise qu'ils sont incapables de juger quel est leur intérêt national. Alors qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui peut se passer? Imaginons même qu'on ait un accord. Il n'est pas du tout évident que l'accord soit ratifié par le Parlement britannique. Et c'est-à-dire que ce qui peut arriver, c'est que même s'il y a un accord entre les Européens et le gouvernement britannique... Qui n'existe pas pour l'instant. Non, mais le plus probable est qu'il y ait un accord, et il y a une grande probabilité pour que cet accord soit refusé par le Parlement britannique, et que le 30 mars... les Britanniques se retrouvent à poil. Alors, ils ont dit déjà, justement, Nicolas Bouzou, qu'ils allaient allonger cette période transitoire, comme si 9 mois en plus allaient résoudre le problème. Non, mais surtout, là encore, c'est terrible pour nos amis britanniques, l'allongement. Parce que qu'est-ce que ça signifie, l'allongement de la période transitoire? Ça veut dire que, très concrètement, que les Britanniques ne sont plus dans l'Union européenne, mais qu'ils sont astreints quand même aux contraintes, d'une certaine façon. Vous vous rendez compte qu'ils n'auront plus accès à nos fromages, à nos vins, et donc, à nos yaourts. Et donc, du point de vue politique, pour l'opinion publique britannique, c'est quelque chose qui est absolument épouvantable. Mais Guillaume a 1000 fois raison. Moi, je vais vous dire, j'étais complètement déprimé après le Brexit, parce que je me suis dit, pour l'Union européenne, c'est mauvais, etc. Mais au contraire, ça a montré que l'Union européenne, ça peut marcher et qu'on peut être d'accord sur nos valeurs, parce que ça va au-delà de ce que dit Guillaume. C'est-à-dire que même sur ce qu'on appelle les libertés fondamentales, liberté de circulation des biens, liberté de circulation des services, liberté de circulation des personnes, liberté de circulation des titres financiers, il n'y a pas eu de discussion en réalité. Tous les pays européens étaient d'accord pour dire qu'il fallait conserver ces 4 libertés. Je veux dire, c'est fascinant et je trouve que c'est quand même très... Ça montre qu'au-delà du fait qu'il y ait beaucoup de gouvernements populistes dans l'Union européenne, mais on arrive quand même, là pour l'instant, à sauver l'essentiel. Sauver l'essentiel, mais s'il n'y a pas d'accord, qu'est-ce qu'on sauve? Deux remarques. D'abord, il y a le prochain bouquin de Nicolas, parce que là, il a fait un bouquin sur le management d'entreprise. Il va faire un bouquin sur le management public et le management des leaders. Et comment nos leaders sont des très, très mauvais dirigeants. Ça, les leaders européens, on sort du sujet. Non, pas les leaders européens, les leaders britanniques. Les leaders britanniques. Oui, vous les trouvez très mauvais. Alors, ils ont pourtant la réputation d'être de très grands négociateurs, les Britanniques. Là, ils se sont plantés. On a la preuve que les Français, les Européens d'origine française qui négocient sont très bons. Barnier est exceptionnel. Tout le monde pensait que, soyez honnêtes, tout le monde disait Barnier ne sera pas à la hauteur, il n'est pas capable, etc. Et on voit quelqu'un d'organisé, de structuré. Et la clé, et Michel Barnier a été extrêmement intelligent, la clé, ça a été la transparence. C'est-à-dire qu'il a expliqué, allez sur le site de la Commission, vous verrez que tout est accessible. Tout est accessible. Tout ce qu'il fait, tout ce qui est... Et donc, résultat, quand il va voir les États membres, d'abord, il va voir les États membres, il va voir les syndicats, il va voir la société civile, il va voir les dirigeants. Il explique à tout le monde. Et comme tout est transparent et que toutes les discussions sont transparentes, c'est clair pour tout le monde. C'est clair pour tout le monde, mais encore une fois, Guillaume, 85% seulement. Pour l'instant, il y a les 15% qui bloquent. Mais c'est toujours les 15%. Pas d'accord. C'est vital parce que ces 15%, c'est quoi? En vérité, c'est l'unité du Royaume-Uni. C'est-à-dire que s'ils n'arrivent pas, mais c'est tout. Donc, avec un risque d'explosion, finalement. Bien sûr, mais attends, parce que vous avez l'Irlande, mais vous avez l'Écosse. Et l'Écosse, elle attend qu'une chose, c'est un non pour dire on fait un nouveau référendum et on quitte le Royaume-Uni pour rester dans l'Union. Donc, il nous reste 2 minutes. Nicolas, s'il n'y a pas d'accord, quelles sont les conséquences? Est-ce que c'est le chaos absolu? Non, ce n'est pas le chaos absolu pour l'Union européenne.
Mais pour le Royaume-Uni, oui, je vais vous donner un exemple très concret. Moi, je discute avec des profs d'économie au Royaume-Uni qui me disent « Mais attendez, mais s'il n'y a pas d'accord, ça veut dire que nos centres de recherche qui sont très internationalisés avec l'Union européenne, tout va se déliter. Et donc, ça va être catastrophique. Donc, pour les Français et les Européens, ils pourront toujours aller dans d'autres pays, mais pour les Britanniques, ce sera incroyablement compliqué. Et ça va se poser dans tous les secteurs de l'économie et de la société. Donc, le fait qu'il n'y ait pas d'accord pour les Britanniques est quelque chose qui est peut-être pire que le fait de céder aux demandes de l'Union européenne sur la question de la frontière. Mais pour les Européens, ce ne sera pas simple. Ça veut dire quoi? Des visas? Ça veut dire un ralentissement des camions à la frontière? Mais concrètement, Guillaume Clossas, s'il n'y a pas d'accord, concrètement, quelles sont les conséquences? Concrètement, imaginons qu'on ait un accord vraiment sur rien, les frontières se ferment, il y a des files de camions de dizaines de kilomètres dans le Parce qu'ils s'y préparent, paraît-il, les Britanniques. Ils construisent des parkings. Oui, d'accord. Et je vous rappelle que la négociation du Brexit devait, dans leur tête, durer quelques semaines. Hein. On voit comme ils sont prêts. On voit quand même que beaucoup d'entreprises ont déjà décidé de délocaliser leur siège. On voit que les Européens qui avaient prévu d'investir au Royaume-Uni ne le font plus. On voit que les talents reviennent. Il y a 4 millions d'Européens, il y a 4 millions d'Européens au Royaume-Uni qui s'interrogent sur leur avenir concret. C'est ni bon pour le Royaume-Uni, ni bon pour nous. Mais nous, on s'en sortira, parce qu'on a la masse critique et que finalement... Vous dites que les Européens vont s'en sortir, pas les Britanniques? Mais non, mais pourquoi? Parce que... Ils s'en sont toujours sortis. Non, mais Guillaume, moi je pense qu'il y aura un accord. Enfin, mais moi aussi, je suis rationnel. Je me dis, aucune des deux parties n'a intérêt à ce qu'il y ait pas Stéphanie me d'accord. pose la question de savoir s'il n'y a pas d'accord. Donc je lui dis, il n'y a pas d'accord. Mais c'est vrai qu'objectivement, on y a intérêt. Mais sauf que on a un sujet, c'est qu'on a la classe politique la plus bête du monde. Qui est la classe? Au Royaume-Uni. En ce moment, ils ne sont pas gâtés. Oui, non, c'est pas nous. Surtout, ils sont on surtout... peut peut-être mieux faire, mais c'est quand même... On est loin devant. Ils sont divisés, en tout cas, sur cette question. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez avec nous sur France 24.